ma mère a ri et a demandé, « Quand vas-tu devenir quelqu'un, comme ton frère ?» Des années plus tard, je m'épanouissais dans mon rêve, tandis que mon frère piquait une crise, parce que mes parents n'avaient pas les moyens de payer son mariage. J'ai 29 ans. Si vous m'aviez demandé, il y a 10 ans, à quoi ressemblerait mon avenir, j'aurais probablement ri, et répondu une bêtise, comme espérer ne pas vivre dans le sous-sol de mes parents. Je n'avais pas de grande vision, à l'époque. Je n'étais pas l'un de ces gamins, qui codaient des applications au collège, ou qui construisaient des robots dans le garage. J'étais juste discret, et observateur. J'aimais démonter les choses, pour voir comment elles fonctionnaient, en bricolant dans mon coin. Mon frère aîné, Evan, était l'enfant chéri. Il avait toujours toute l'attention. Délégué de classe, capitaine de l'équipe de football, roi du bal, et plus tard, celui avec le vrai travail. Il s'est spécialisé en finance, portait des costumes, même lors des dîners de famille décontractés, et avait toujours une histoire prête, qui faisait rire tout le monde. Mes parents, en particulier ma mère, le traitaient comme le nouveau Messie, une sorte de Steve Jobs. Pendant ce temps, j'étais l'excentrique, le bizarre, celui qui a juste besoin de trouver sa voie. Grandir dans cette maison, donnait l'impression de devoir constamment prouver que l'on existait. La photo d'Evan était encadrée, dans chaque couloir. La mienne, il n'y en avait peut-être qu'une seule, et elle était recadrée bizarrement, parce que ma cousine avait les yeux fermés. Quand j'ai eu un B+ en physique, papa me disait, « Ne t'inquiète pas, tout le monde n'est pas doué. » Quand Evan avait un B+, c'était, « Waouh, ce professeur doit être impitoyable. » C'était des choses subtiles, une mort à petit feu parmi le rejet. Au début, j'ai essayé de suivre le rythme. J'ai rejoint le club de robotique, en pensant que cela pourrait les impressionner. Maman m'a dit, « C'est mignon, mon chéri. Ne laisse juste pas ça, interférer avec tes vraies responsabilités. » Quand j'ai décroché un stage d'été, pour coder des systèmes backend dans une entreprise technologique locale, papa a haussé les épaules, et a dit, « Alors, c'est comme le support informatique ?» La chose qui m'a vraiment marqué, cependant, celle que je rejoue dans ma tête, plus que je ne le devrais probablement, s'est produite lors d'un barbecue en famille, 2 ans après l'université. Je venais de commencer à travailler, sur un projet de passion, un outil SaaS conçu pour simplifier l'intégration virtuelle, des équipes à distance. C'était très spécifique, certes, mais j'y croyais. Je l'ai mentionné avec désinvolture, tout en retournant des hamburgers sur le grill, et ma mère a ri. Elle a vraiment ri. « Steven », a-t-elle dit, devant mes tantes et mes oncles. « Sois honnête. Quand vas-tu devenir quelqu'un, comme ton frère ?» J'aurais aimé dire quelque chose de cool, à ce moment-là. Quelque chose de vif et d'intelligent, qui l'aurait figé sur place. Mais j'ai juste cligné des yeux, et j'ai retourné les hamburgers, en faisant semblant que la fumée me faisait pleurer. Ce moment a piqué, plus profondément que je ne l'aurais cru. Non pas parce que c'était nouveau. Ça ne l'était pas. Mais parce que j'ai enfin réalisé, que peu importe ce que je faisais, je serais toujours un personnage secondaire, dans ma propre famille. Peu importait que je paie mon propre loyer, depuis l'université, que j'apprenne par moi-même tous les langages de programmation possibles, ou que je passe des nuits entières devant un ordinateur, jusqu'à ce que ma vue se brouille. Tout ce qu'il voyait, c'était les costumes sur mesure d'Evan, et ses coupes de cheveux à 70 aurores. Tout ce dont il parlait, c'était de la façon dont son patron lui avait offert, des places de loge pour un match des Knicks, de la bonne famille de sa fiancée, et de son profil LinkedIn, qui indiquait vice-président des relations clients. Pendant ce temps, j'étais encore en train de chercher ma voie. Le comble. Cet été-là, mes parents m'ont fait asseoir, comme s'il s'agissait d'une intervention. Nous étions dans le salon, et je me souviens que papa a croisé les mains, de cette manière sérieuse qu'il avait, chaque fois qu'il voulait vous prendre de haut. Maman s'est penchée en avant, comme si elle était sur le point d'annoncer une nouvelle tragique. Evan était assis d'un air suffisant sur la coudoir, avec une bière à la main. « Nous avons discuté, » a dit papa, « de ton avenir. » Maman est intervenue, « Tu n'échoues pas, Steven. Nous pensons juste qu'il est temps, que tu envisages quelque chose de stable. » Stable. Ce mot m'a irrité. Il voulait dire un emploi avec un plafond salarial, et un horizon assez bas, pour m'empêcher de rêver. Quelque chose comme ce que fait Evan, a ajouté maman doucement, comme si je ne saignais pas déjà, à cause de la comparaison. J'ai hoché la tête, j'ai souri, j'ai dit que j'y réfléchirais,
mais quelque chose s'est brisé en moi, ce jour-là. Ce n'était pas de la colère, pas tout à fait. C'était plus froid, plus silencieux. Le genre de détermination qui ne crie pas, mais qui murmure « Regardez-moi faire ». Alors, j'ai arrêté d'essayer de leur prouver, quoi que ce soit. Je n'ai plus parlé de mon travail, je ne leur ai plus montré mes progrès. Je les ai laissés croire que je pataugeais toujours, avec des missions en freelance, et que je joignais difficilement les deux bouts. Mais dans les coulisses, les choses bougeaient. Mon logiciel a d'abord gagné en popularité, avec quelques clients, puis des dizaines, et ensuite, des entreprises ont commencé à proposer d'acheter des licences. Je suis resté concentré, j'ai dit non aux investisseurs, et je me suis appliqué à le construire correctement, plutôt que rapidement. J'ai vécu comme un moine, avec des nouilles instantanées, du café noir, et un appartement bon marché. Aucune distraction. J'ai manqué des anniversaires, j'ai sauté des vacances, et j'ai évité les appels familiaux. À chaque heure où ils pensaient que je me cherchais, je construisais quelque chose, qui allait changer ma vie. Pendant ce temps, Evan préparait un mariage, un événement grandiose. Tenue de soirée, un budget à 6 chiffres, et un lieu de réception, dans un club privé. Mes parents réglaient la note, soit 60 000 €. J'ai entendu ma mère le mentionner une fois, comme s'il s'agissait de petites monnaies. Eh bien, nous sommes obligés, disait-elle à ma tante. Evan est notre premier-né. Il a tout fait correctement. Cette phrase est restée gravée dans ma tête, pendant des jours. J'avais lancé ma plateforme, 2 mois auparavant, et nous avions déjà atteint 2,4 millions € de revenus annuels récurrents. Mais bien sûr, c'était Evan, qui avait tout fait correctement. Puis, l'invitation au mariage est arrivée. En fait, oubliez ça. Ce n'était pas une invitation. C'était un SMS groupé. Toute ma famille, les cousins, les oncles, les grands-tantes, tous réunis dans une énorme discussion, bourdonnante d'excitation, à propos du grand jour d'Evan et Claire. J'ai été mentionné, comme une réflexion après coup. Aucun message personnel, aucun appel. Justin, fais-nous savoir si tu pourras venir, Steven, noyé sous une mer d'émojis champagne. J'ai fixé ce message, pendant un long moment. Est-ce que je voulais y aller? Non. Est-ce que je me sentais obligé? Peut-être. Mais une partie de moi avait besoin de le voir, avait besoin de la confirmation que rien n'avait changé, que je n'y avais toujours pas ma place, et qu'il me considérait encore, comme une note de bas de page, dans l'histoire principale d'Evan. Et waouh, ils n'ont pas déçu. Je suis arrivé dans un simple costume noir, sans cavalière, sans tambour ni trompette, et je me suis assis à une table au fond, vous savez, celle qui est juste à côté des haut-parleurs, et de la sortie de secours. J'ai regardé mes parents rayonner, pendant la danse père-fils, ma mère essuyant ses larmes, et mon père agrippant l'épaule d'Evan, comme s'il lui transmettait une couronne. Ils ont porté un toast en son honneur, comme s'il faisait partie de la royauté. Ils ont dit des choses comme « Tu nous as rendus si fiers, et tu as toujours été, la lumière de nos vies ». J'ai trinqué avec un serveur, qui pensait probablement, que je faisais partie de l'équipe de restauration, mais le véritable rebondissement, n'est arrivé qu'au moment des discours. C'est à ce moment-là que maman s'est levée, une coupe de champagne à la main, la voix tremblante de joie. Certains parents ont de la chance, si l'un de leurs enfants connaît le succès, a-t-elle dit. Mais nous avons décroché le gros lot avec Evan. Dès l'instant où il est né, nous savions qu'il était destiné à quelque chose de grand. Puis, elle a jeté un coup d'œil dans ma direction, et a souri. Mais Steven est là aussi, a-t-elle ajouté après coup. Il cherche encore sa voix, et c'est très bien ainsi. La salle a ri poliment. Moi, je n'ai pas ri. Ce soir-là, je suis parti avant le dessert. Je n'ai dit au revoir à personne, je n'ai laissé aucun cadeau. Je me suis juste éclipsé en douce, pendant que le DJ jouait Sweet Caroline, et que mes proches hurlaient, c'est si bon, si bon, si bon. Je suis monté dans ma voiture, j'ai roulé jusqu'à chez moi, et j'ai fixé l'écran de mon ordinateur portable. Nous venions de dépasser les 10 millions € de revenus annuels, et personne ne le savait. Pas encore, mais ils allaient bientôt le découvrir. Quand je dis que j'ai disparu des radars, après ce mariage, je le pense vraiment. Aucun appel, aucun texto, aucun j'aime sur Facebook. J'ai arrêté de répondre aux rares messages de ma mère, qui venaient, juste aux nouvelles, et j'ai complètement ignoré la discussion de groupe, même quand mes cousins essayaient de m'inclure,
dans des vœux d'anniversaire embarrassants. Je me disais que j'étais trop occupé, et c'était le cas. Mais la vérité, c'est que je ne me faisais pas confiance pour ne pas exploser, si je devais entendre un seul commentaire condescendant de plus, sur le fait qu'Evan avait toujours été le leader, ou des « Steven, tu as ton propre chemin, mon chéri ». Je ne voulais pas d'un chemin. J'avais une fichue autoroute, et ils étaient trop occupés, à astiquer l'allée d'Evan, pour s'en apercevoir. Mais le silence n'était pas suffisant, car même lorsque je me suis tu, eux ne l'ont pas fait. Ça a commencé par de petites choses. Ma mère a laissé un message vocal, pour me demander si je pouvais aider Evan, avec des problèmes techniques. Elle l'a dit, comme si j'étais l'informaticien de la famille. Je crois que ses mots exacts étaient, tu sais, les trucs d'ordinateur. Il a du mal à synchroniser certains fichiers, sur cette histoire de cloud. Je n'ai pas répondu, alors Evan m'a envoyé un email. Yo, disait le message. Non pas un, salut, ni un, comment vas-tu? Juste, yo. L'ordinateur portable de Claire est bloqué, sur un écran de mise à jour. Peux-tu y jeter un œil? Pas de s'il te plaît. Aucune proposition de me payer, juste la supposition que j'étais disponible, et obligé d'arranger les choses. J'ai bloqué son adresse email. La fois suivante où je les ai vus, c'était à Thanksgiving, 7 mois après le mariage. Je n'avais pas prévu d'y aller. Vraiment pas. Mais une partie de moi, la partie stupide et encore blessée, pensait que les choses seraient peut-être différentes, maintenant que j'étais plus âgé, plus riche, et que je contrôlais ma vie, bien plus que je ne l'avais jamais fait. Je n'y suis pas allé pour frimer. Je voulais juste être vu, pour une fois. Grave erreur. Le dîner avait lieu chez mes parents, et rien n'avait changé. Le même papier peint qui se décollait, le même centre de table que maman avait acheté au magasin à 1 euro, il y a 6 ans, et qu'elle qualifiait de « charme rustique ». Evan et Claire sont arrivés, avec 20 minutes de retard, pour se faire désirer, bien sûr. Et maman les a accueillis, comme s'ils venaient tout juste, de débarquer de Paris. Moi. J'ai eu droit à un hochement de tête, littéralement. La nourriture était correcte. La dinde était sèche, la purée grumeleuse, mais l'attention, elle, était immaculée. Chaque fois que j'essayais de parler, quelqu'un me coupait la parole. Chaque fois qu'Evan ouvrait la bouche, toute la pièce se tournait pour l'écouter, comme s'il récitait une ancienne prophétie. Il a raconté une histoire, à propos d'une partie de golf avec son patron, et maman a littéralement applaudi. Puis papa s'est lancé, dans un récit pour dire à quel point, ils étaient fiers de la nouvelle initiative de gestion financière d'Evan, ce qui, j'en suis presque sûr, consistait juste à créer un nouveau tableau Excel au travail. J'ai dit, c'est super, et j'ai continué à manger. Mais le véritable coup de grâce, est arrivé après le dessert. Nous étions assis dans le salon, la moitié de la famille endormie dans les fauteuils, le match de football américain résonnant doucement à la télévision. Claire montrait fièrement les photos de leur lune de miel, en Italie, bien évidemment. Et Evan s'est tourné vers moi, avec désinvolture, comme si nous étions de vieux amis. Alors, qu'est-ce que tu deviens, petit frère? J'ai cligné des yeux. Je travaille? Il a haussé un sourcil. Toujours en freelance? Quelque chose comme ça, ai-je répondu, en gardant un ton neutre. Maman est intervenue, depuis l'autre bout de la pièce. Il fait des petits trucs avec des applications, je crois. N'est-ce pas, mon chéri? Je l'ai fixé du regard. Je dirige une entreprise de logiciels. Elle a ri. Oh, Steven, tu arrives toujours à donner l'impression que c'est très chic. C'est bien réel, ai-je rétorqué. Nous venons tout juste de franchir notre première étape majeure. Papa a levé les yeux. Étape majeure? J'ai haussé les épaules. Une valorisation à 91 millions. La pièce est devenue silencieuse. Claire s'est arrêtée, en plein défilement de ses photos. Evan s'est complètement tourné vers moi, cette fois-ci. Toute son arrogance avait disparu de son visage. Attends, quoi? Nous avons fait notre levée de fonds de série B, il y a 2 semaines, ai-je expliqué. Nous avons récolté une belle somme, et nous nous développons, à l'international maintenant. Maman a cligné des yeux. Steven, ce n'est pas possible. Tu n'as même jamais étudié les affaires. J'ai étudié des problèmes, ai-je répondu, puis j'en ai résolu un.
C'est comme ça que les entreprises commencent. Je n'essayais même pas d'être arrogant. Je voulais juste un instant à moi. Un moment où je pourrais dire quelque chose de vrai, sans que ce soit réduit à une blague, ou ignoré comme si j'étais encore un adolescent maladroit. Mais ce moment n'est jamais venu, car au lieu de susciter leur fierté, j'ai éveillé leur méfiance. Papa s'est penché en avant. Donc, tu es en train de nous dire que tu es millionnaire. Je dis simplement que l'entreprise se porte bien. Evan s'est moqué. Et pourtant, tu es venu jusqu'ici en Toyota. Elle roule très bien. Tu t'attends vraiment à ce qu'on croie ça, a demandé maman, la voix soudainement tranchante. Steven, ce n'est pas drôle. Ce n'est pas une blague, ai-je affirmé. J'ai construit quelque chose à partir de zéro. Je n'en ai parlé à personne parce que, eh bien, exactement à cause de ça. Tu as toujours eu l'habitude d'exagérer, a marmonné papa. Et juste comme ça, la conversation a pris fin. Ils n'ont posé aucune question, n'ont pas demandé comment j'avais fait, ce qu'était le produit, ni ce que cela signifiait pour moi. Ils ont changé de sujet. Quelqu'un a fait une blague sur le fait que la dinde était sèche, la pièce a ri, et ma vérité à 91 millions d'euros a été enterrée, sous la sauce au jus de viande et l'évitement. Je suis reparti tôt, une fois de plus. Mais le silence qui a suivi était différent cette fois-ci. Il n'était pas paisible. Il était stratégique, car la fois suivante où j'ai eu des nouvelles d'Evan, il ne demandait pas d'aide informatique. Il demandait de l'argent. C'était un SMS. Aucune salutation. Juste, yo, t'as pas genre 10 000 balles, que je pourrais t'emprunter. Claire et moi on regarde, pour acheter une maison. Je n'ai pas répondu. Il en a envoyé un autre, le lendemain. T'es là? Juste un prêt. Les parents ont dit que tu réussissais bien maintenant. Ça m'a figé. Il le lui avait dit. Je n'avais pas réalisé à quelle vitesse la nouvelle allait se répandre. Je pensais que ce Thanksgiving gênant allait simplement s'effacer, comme tous les précédents. Mais apparemment, une fois qu'ils ont accepté que c'était réel, ou du moins possible, ils ont décidé que cette nouvelle leur appartenait. Je n'étais pas un fils dont on pouvait être fier. J'étais une ressource. Maman a appelé. 2 jours plus tard. Steven, mon chéri, a-t-elle dit, avec ce ton qui signifiait toujours qu'elle voulait quelque chose. Evan nous a parlé de la petite discussion qu'il a eue à Thanksgiving. Je voulais juste te dire que nous sommes fiers de toi. Nous ne savions tout simplement pas que tu avais accompli tout cela. Je n'ai rien dit. Et écoute, a-t-elle continué, à propos de la maison de ton frère. Il lui manque un peu d'argent pour l'apport initial. Ça signifierait beaucoup pour nous, si tu pouvais l'aider. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée, ai-je répondu d'un ton neutre. Elle a soupiré. Steven, c'est la famille, et ce n'est pas comme si tu manquais d'argent. J'ai raccroché. Elle a rappelé le lendemain, puis le jour suivant. Ensuite, papa s'y est mis. Ton frère a besoin d'un coup de main, a-t-il dit. Ce n'est pas comme s'il demandait beaucoup. Tu es en position de l'aider, et nous te le demandons, en tant que parents. Je ne vous ai pas demandé de payer mon appartement, quand je mangeais des nouilles tous les soirs, ai-je répliqué. Où était la famille, à ce moment-là? C'est différent, a-t-il rétorqué. Tu as choisi de faire ton têtu. Evan est en train de construire sa vie. Ça m'a frappé de plein fouet, de façon claire et brutale, qu'il ne me voyait pas comme une personne. Pas vraiment. J'étais un outil, un plan de secours, un distributeur automatique de billets sur pattes, avec une petite voix, et aucune limite. Et il n'avait aucune honte. Une semaine plus tard, j'ai reçu un message groupé, de la part de ma mère. Encore une réunion de famille, un barbecue cette fois-ci. Mon cousin obtenait son diplôme, et nous étions tous censés apporter un petit don financier, pour soutenir ses projets d'études. Maman a ajouté, Steven, peut-être que tu pourrais payer le service de traiteur. Tu sais, comme façon pour toi de rendre l'appareil. Personne n'a demandé si je comptais venir. Personne ne se souciait de ce que je voulais. Ils ont juste présumé que j'allais financer les choses, que je leur devais quelque chose, et que je jouais toujours le même rôle, celui du garçon discret, le personnage d'arrière-plan. Seulement, avec un portefeuille beaucoup plus gros maintenant.
Je n'y suis pas allé. Cet été-là, Evan a posté une photo sur Instagram. Lui et Claire, posant fièrement devant une nouvelle maison. La légende disait, parti de rien, nous y sommes enfin. Mon sang n'a fait qu'un tour, car j'ai reconnu la maison. C'était l'une de celles que j'avais visitées moi-même, quelques mois plus tôt, lorsque je cherchais une maison, comme une sorte de thérapie. Elle n'était plus sur le marché. Vendue. L'agent immobilier avait dit, une offre payée intégralement, en espèces. Une petite partie de moi espérait que ce n'était qu'une coïncidence, jusqu'à ce que je voie la deuxième photo. Le poignet de Claire, orné d'une nouvelle Rolex. Le même modèle que je m'étais acheté, la semaine suivant la clôture, de notre série B. Son prix, 16 000 €. Et je n'avais même pas encore porté la mienne. J'ai fait défiler les photos précédentes, l'estomac noué. Une nouvelle voiture, une cuisine rénovée, des meubles de designer. Le total dépassait largement ce que le salaire d'Evan pouvait justifier. Puis j'ai vérifié mes comptes, et mon cœur s'est arrêté, car l'un de mes portefeuilles privés, celui que j'utilisais pour transférer mes gains d'investissement, affichait un retrait. Pas un montant énorme, pas assez grand pour être remarqué, à moins de suivre les choses de très près, mais il était bien là. 3 000 € transférés vers l'extérieur, 2 semaines avant l'annonce de la maison d'Evan. J'ai fait défiler, un peu plus bas. Une autre transaction. 5 000 cette fois-ci. Un portefeuille différent. La même semaine. Puis une de plus. 4 000, à des dates différentes, sur des plateformes différentes, et toutes, absolument toutes, reliées à la même adresse email secondaire. Une adresse que je ne reconnaissais pas, mais je savais à qui elle appartenait, car c'était un identifiant Gmail, que j'avais déjà vu, sur un compte Netflix partagé. Evan. Je me suis adossé à ma chaise, fixant l'écran, les doigts engourdis. Il ne m'avait pas demandé de l'argent. Il l'avait pris. Et mes parents, soit ils le savaient, soit ils s'en moquaient. Quoi qu'il en soit, quelque chose en moi s'est brisé, car il ne s'agissait plus seulement de favoritisme. C'était du vol. Et c'est à ce moment-là que la ligne a été franchie. Pas seulement entre nous, en tant que frères, mais entre moi et cette famille, que je pensais pouvoir reconquérir un jour. C'était terminé. Cette nuit-là, j'ai ouvert un document privé, et j'ai commencé à taper. Pas des notes, ni de simples plans, mais de véritables stratégies de guerre, car s'il voulait un méchant, je pouvais en devenir un, mais je serais du genre à sourire en silence, et à tout réduire en cendres, pendant qu'ils feraient griller des guimauves, sur leur propre ruine. Quand je dis aux gens que j'ai touché le fond par le passé, ils supposent que je parle de l'université, quand j'étais fauché, au régime nouille, et vivant dans un appartement pourri, aux murs fins comme du papier. Mais ce n'était pas ça. Ça, ce n'était que du bruit de fond. Le vrai gouffre, je l'ai atteint quand j'ai réalisé que mon propre frère m'avait volé, et que mes parents, en toute connaissance de cause ou par aveuglement, avaient laissé faire. C'est le genre de douleur qui ne fait aucun bruit. Elle s'installe simplement dans vos os, et y reste, pesant lourdement. Pendant les quelques jours qui ont suivi la découverte de ces transactions, je n'ai pas pu travailler. Je ne pouvais même pas ouvrir mon ordinateur portable. Je m'asseyais à mon bureau, ce même bureau où j'avais passé des années, à construire quelque chose à partir de zéro, et je fixais l'écran, comme s'il m'avait trahi lui aussi. Je n'arrêtais pas de relire les journaux de transfert, de vérifier mes paramètres de sécurité, et d'essayer de comprendre exactement comment Evan avait pu obtenir un accès. Il n'avait pas les mots de passe, mais il devait bien avoir quelque chose. Une session enregistrée sur un vieil appareil familial, peut-être. Ou peut-être m'avait-il observé, une fois, avait mémorisé un email, était devenu curieux, et avait eu de la chance. Peu importe comment il s'y était pris, ce n'était pas qu'une question d'argent. C'était l'arrogance de croire qu'il pouvait me voler, et que je ne m'en apercevrais même pas. De penser qu'il le méritait plus que moi. Et pire encore, la certitude que personne ne prendrait mon parti, si je le confrontais. J'ai testé cette théorie. J'ai appelé mes parents, d'une voix neutre et mesurée. Je crois qu'Evan est allé sur mes comptes, ai-je dit. J'ai trouvé plusieurs transferts. Ils sont traçables. Ça remonte à une ancienne adresse email, qu'il utilisait. Silence. Puis papa a dit, es-tu sûr, de ne pas avoir juste fait ces transferts, et d'avoir oublié? J'ai failli rire. Vous pensez
Que j'ai égaré 12 000 aurores? Maman est intervenue. C'était peut-être une dépense professionnelle. Tu as déjà dit que tu utilisais plein d'applications et d'outils. Peut-être que l'un d'eux t'a facturé. Je vérifie tout par 3 fois. Et même si ce n'était pas le cas, ça ne serait pas lié à l'adresse email d'Evan. Encore un silence. Enfin, maman a soupiré. Steven. Mon chéri. Evan ne ferait jamais ça. Il n'est pas un voleur. Je suis resté silencieux pendant un long moment. Et s'il l'a fait, alors quoi? Elle n'a pas répondu. Elle n'avait pas de réponse. Et c'était bien là, la confirmation dont j'avais besoin. Il n'avait pas simplement du mal à me croire. Il s'y refusait catégoriquement, car s'ils admettaient qu'Evan avait fait quelque chose de mal, cela détruirait toute la légende qu'ils avaient construite autour de lui. L'enfant chéri, le père de famille, le premier-né responsable. Et il ne pouvait pas se permettre cela. Même pas pour moi. Alors, j'ai raccroché. Et pour la première fois de ma vie, j'ai réalisé que je n'avais pas de famille. Pas vraiment. Pas de la manière qui comptait. Je me souviens être couché dans mon lit, cette nuit-là, fixant le plafond, en me disant « À quoi bon bâtir un empire, si les gens que vous aimez, vous considèrent comme jetables ?» Cette question m'a hanté. Pendant des semaines, j'ai fonctionné sur pilote automatique. J'ai assisté à des réunions, j'ai hoché la tête lors des présentations aux investisseurs, et j'ai approuvé des changements de design. Mais je n'y étais pas vraiment. J'ai arrêté d'aller à la salle de sport, j'ai arrêté de cuisiner, et j'ai laissé mon appartement devenir un vrai bazar. J'ai même laissé pousser ma barbe, ce qui peut sembler anodin, mais si vous saviez avec quelle obsession, je me rasais tous les matins avant le travail, vous comprendriez ce que cela signifiait. Ce n'était pas exactement de la dépression. C'était un vide intérieur, parce que je n'avais pas créé cette entreprise, uniquement pour gagner de l'argent. Je l'avais construite, parce que je pensais qu'elle ferait enfin de moi, quelqu'un d'assez bien. Assez bien pour mériter leur respect, assez bien pour être vu. Mais maintenant que je possédais tout ça, les chiffres, les gros titres de la presse, la croissance, tout ce que cela avait accompli, c'était faire de moi une cible plus grosse. Un distributeur automatique en or massif, sans plafond de retrait. À un moment donné, j'ai même pensé à vendre, à prendre l'argent, à disparaître, à changer de nom, à acheter une cabane tranquille dans l'Oregon, et à passer en mode fantôme total. Mais ensuite, quelque chose d'étrange s'est produit. Je suis allé dans un café. C'est tout. Juste une journée ordinaire. J'avais besoin d'air. J'avais besoin de quelque chose, pour me sortir de ce brouillard. J'avais apporté mon ordinateur portable, je m'étais dit que je répondrais à quelques emails, et que je réorganiserais peut-être notre tableau de bord interne. Le café était bruyant. Un étudiant passait un appel Zoom, beaucoup trop fort dans un coin, et un petit enfant faisait une crise de larmes, pour une histoire de muffins. Mais quelque part au milieu de ce chaos, j'ai entendu quelqu'un prononcer mon nom. Pas Steven, mais le nom de mon entreprise. Ouais, mon équipe vient juste d'adopter Oxen. Cette plateforme est dingue. Elle nous a fait gagner au moins 12 heures de temps de configuration. Leur interface est tellement fluide. Elle fait passer Google Doc pour un simple bloc-notes. Je me suis retourné. C'était un gars à la fin de la vingtaine, habillé de manière décontractée mais professionnelle, qui parlait à ce qui semblait être un client. Je ne le connaissais pas. Il ne me connaissait pas, mais il parlait de mon produit, comme si c'était la chose la plus normale au monde. Je suis resté assis là, et j'ai écouté. Et pour la première fois, depuis des semaines, j'ai senti quelque chose changer en moi. Je n'étais pas juste un fantôme, derrière un écran. J'avais créé quelque chose d'important, quelque chose de réel, quelque chose d'utile. Ce gars se moquait complètement, que mes parents me considèrent comme le raté de la famille. Il se moquait de savoir qu'Evan m'avait volé. Tout ce qu'il savait, c'était qu'Oxen lui facilitait le travail, et c'était bien suffisant. Ce moment n'a pas tout réparé. Mais il a ouvert une brèche. Alors, je me suis replongé dans le travail, non plus comme un moyen de prouver quoi que ce soit, mais juste pour construire, pour affiner, pour évoluer. Nous venions de déployer un nouvel assistant d'intégration, basé sur l'IA, et les retours de la version bêta étaient élogieux.
Je me suis plongé dans la version suivante, en devenant obsédé par chaque détail. J'ai fait de longues nuits blanches, non pas par épuisement, mais parce que j'étais dans un état d'inspiration totale. J'ai repris contact avec ma cofondatrice, Mera, que j'avais involontairement ignorée, pendant ma spirale infernale. Elle n'a pas fouillé, ne m'a pas demandé pourquoi, j'avais disparu de la circulation. Elle m'a juste envoyé un GIF de Gandalf, revenant au gouffre de Helm, et m'a dit, « T'es de retour, maintenant ?» J'ai souri. J'y travaille. Nous avons embauché 3 nouveaux ingénieurs, et nous avons fait appel à un consultant, pour préparer notre levée de fonds de série C. J'ai recommencé à donner des interviews, sur des podcasts, des blogs technologiques, et j'ai même participé à un segment sur une chaîne YouTube spécialisée dans les startups, avec plus d'1 million d'abonnés. Pour la première fois, j'ai laissé mon visage être associé à mon produit. Fini de me cacher. Et quelque chose de fou s'est produit. Les gens ont commencé à m'envoyer des messages. D'anciens amis d'université, de vieux collègues de travail, et même quelques lointains cousins, qui n'avaient jamais pris la peine de me parler, lors des réunions de famille. Ils ne demandaient pas d'argent. Ils disaient des choses comme « Mec, je n'avais aucune idée que c'était toi ». Ou encore « J'utilise Oxen depuis des mois, c'est tout simplement génial ». J'ai laissé ces messages me toucher. Je les ai laissés remplacer ceux qui m'avaient tant obsédé. J'ai recommencé à faire de l'exercice. Rien de fou, juste de petits footings et des entraînements à la maison. Je suis allé me faire couper les cheveux, j'ai nettoyé mon appartement, et je me suis cuisiné un vrai repas. Un soir, j'ai même invité Mera, et quelques membres de l'équipe, à dîner à la maison. Nous avons bu du vin bon marché, nous avons fait des blagues horribles, et nous sommes restés éveillés à discuter, jusqu'à 2 heures du matin. Et à ce moment-là, j'ai réalisé quelque chose. C'était ma famille, désormais. Les personnes qui me voyaient vraiment, qui me respectaient, et qui n'avaient pas besoin de me comparer à quiconque, pour connaître ma valeur. Malgré tout, il restait une ecchymose, sous tout cela. Une douleur sourde, qui ne m'avait jamais complètement quitté. Je n'avais pas oublié ce qu'Evan avait fait, ni ce que mes parents avaient refusé de faire. Et même si je me reconstruisais, même si j'étais plus fort maintenant, une partie de moi voulait encore quelque chose. Pas de la vengeance, pas exactement, mais juste la vérité. Je voulais que la vérité éclate au grand jour, et qu'elle ne soit plus enterrée, sous des vœux de fin d'année et des sourires hypocrites. Je voulais qu'ils sachent que j'étais au courant, que je les voyais clairement maintenant, et que leur version de la réalité, où Evan était le héros et moi le garçon brisé, était définitivement terminée. Et c'est à ce moment-là, que j'ai commencé à planifier. Pas un complot mesquin, pas une destruction spectaculaire, mais quelque chose de silencieux, quelque chose d'indéniable, quelque chose qui les forcerait enfin, à regarder la vérité en face, pour une fois. Cela a commencé, par une visite chez une avocate. Je n'en ai parlé à personne. Ni à Mera, ni à mon équipe, seulement à moi-même. Et avec un carnet de notes, rempli de journaux de transfert, de captures d'écran, et d'anciens emails. Je suis entré dans ce bureau, avec un dossier sous le bras, et une tempête dans la poitrine. L'avocate, une femme perspicace prénommée Talia, a jeté un seul coup d'œil à mes notes, et a déclaré « Vous avez un dossier solide. » « Je ne veux pas porter plainte, ai-je répondu. Elle a haussé un sourcil. « Alors, que voulez-vous ? » « Je veux une preuve. Je veux qu'il y ait une trace. Je veux quelque chose, qu'ils ne pourront pas déformer. Quelque chose qu'ils verront, à chaque fois qu'ils essaieront, de mentir à ce sujet. » Elle a hoché la tête lentement. « Nous pouvons faire ça. » Ce n'était pas une question d'argent. J'avais déjà récupéré le montant volé, multiplié par 10, en valeur d'action, rien qu'au cours de ce mois-là. Il s'agissait du récit, il s'agissait de faire tomber le masque. Talia m'a aidé à rédiger une lettre, non pas une mise en demeure, non pas une demande de remboursement, mais simplement une reconnaissance officielle, un document qui exposait les faits, qui nommait les personnes impliquées, et qui stipulait que l'affaire était documentée. Mais qu'elle ne ferait pas l'objet de poursuites légales, pour le moment. Nous l'avons envoyé à l'adresse d'Evan, par courrier recommandé avec accusé de réception. 3 jours plus tard, j'ai reçu la confirmation de livraison. Étage 10 minutes après cela, mon téléphone a commencé à sonner. Maman, papa, Claire, puis Evan. Je n'ai répondu à aucun d'entre eux. Au lieu de cela,
je me suis servi un verre, je me suis assis près de la fenêtre, et j'ai regardé les lumières de la ville clignoter. Il savait. Enfin, il savait. Et ce n'était que le début. Quand j'étais plus jeune, j'avais l'habitude de fantasmer sur la vengeance, de la manière la plus stupide qui soit. Obtenir une énorme promotion, juste pour pouvoir la leur jeter au visage. Débarquer à Thanksgiving en Lamborghini, vous savez, ce genre de scène de cinéma, tape à accent grave l'œil, et bruyante. Mais après la lettre, après les appels que j'ai ignorés, et après le silence qui a suivi, je n'ai plus ressenti le besoin de faire du bruit. Je ne voulais pas qu'il me supplie. Je voulais qu'ils comprennent, qu'un jour ils regardent autour d'eux et réalisent que tout avait changé, et qu'ils avaient été trop occupés à cirer les chaussures d'Evan, pour s'apercevoir que le sol se dérobait sous leurs pieds. Mais pour faire cela, je devais être méthodique, stratégique et précis. Et je devais jouer sur le long terme. La première étape, contrôler le récit. Pas publiquement, pas à travers un message dramatique, sur les réseaux sociaux. Non, je n'avais pas besoin que le monde entier soit au courant, juste eux. Et plus important encore, j'avais besoin qu'ils se sentent impuissants, pour m'en empêcher. Ce qui signifiait que je devais me rapprocher, avant de m'éloigner. J'ai commencé par Evan. Après avoir ignoré ses SMS et ses appels pendant des semaines, dont la plupart, pour être honnête, avaient cessé après la lettre, j'ai finalement répondu à un message. Il faut qu'on parle. C'est tout. Aucun emoji, aucun contexte. Il a répondu en quelques secondes. Mec, oui. Quand t'es où? J'ai suggéré un bar, dans le centre-ville. Pas trop chic, mais suffisamment haut de gamme, pour qu'il se sente à l'aise de porter sa nouvelle Rolex, celle qu'il s'était achetée, avec mon argent. Je suis arrivé avec 5 minutes d'avance, et j'ai pris une banquette au fond. Il est arrivé en retard, bien sûr, comme il l'avait toujours fait. Il avait toujours cette démarche assurée, le même petit sourire suffisant, mais il y avait une tension dans ses épaules, que je n'avais jamais vue auparavant. Il essayait de paraître détendu, mais je pouvais voir la panique, transpirer à travers le col de sa chemise. Il s'est glissé sur la banquette, a jeté un coup d'œil autour de lui, et m'a adressé un sourire forcé. Mec, c'est... Ouais. Ça fait un bail, hein. J'ai hoché la tête. C'est vrai. Silence. Il s'est penché en avant, et a baissé la voix. Écoute, au sujet de... Au sujet de la lettre. C'est toi qui l'as envoyée. Ouais. Ouais, c'est moi. C'est juste que... Il s'est frotté les mains, comme s'il essayait d'en laver la culpabilité. Je n'avais pas l'intention de voler quoi que ce soit, mon frère. Sérieusement, je pensais que c'était un vieux conte. J'avais juste besoin d'un peu d'argent, et j'ai vu qu'il y en avait encore dessus. Je ne pensais pas que ça poserait problème. Tu ne pensais pas que voler poserait problème. Je ne savais pas que c'était du vol, à ce moment-là. Je le jure. C'est juste que... Il a détourné le regard, et a dégluti. J'étais désespéré. Pourquoi? Une Rolex, et un apport immobilier? Il a tressailli. Claire me mettait la pression. Nous essayions d'acheter une maison, avant que les prix du marché n'augmentent encore. Et maman a dit que tu réussissais bien, alors je me suis dit. Il s'est arrêté. Il s'était dit que je l'accepterais, que je ne le remarquerais pas, et que je n'avais pas d'importance. Je ne suis pas venu ici, pour des excuses, ai-je rétorqué. Il a eu l'air confus. Alors, pourquoi sommes-nous ici? Pour t'offrir un choix. Cela a attiré son attention. Il s'est redressé. Un choix. Ouais. Tu me rembourses, avec les intérêts, en toute discrétion. Pas de drame, pas d'excuses étalées dans le temps, ou alors, je passe à la vitesse supérieure. Ses lèvres se sont entr'ouvertes, mais j'ai levé la main. Et avant que tu n'essaies de bluffer, sache que j'ai tout le dossier. Les journaux de connexion, les emails, les adresses IP, les eurodatages, et une avocate, qui est très douée pour faire du bruit. Il m'a dévisagé, pendant un long moment. Je pouvais voir les rouages, tourner dans sa tête. Je connaissais Evan assez bien, pour savoir qu'il n'était pas vraiment désolé, juste acculé. Finalement, il a poussé un soupir. D'accord, très bien. Je vais le faire. J'ai hoché la tête.
bien. Mais il a ajouté précipitamment, n'en parle pas, à maman et papa. D'accord? Ils vont paniquer. Ça va déchirer la famille. J'ai ri, pas bruyamment, juste un petit rire amer. Ce n'est pas moi, qui ai déchiré cette famille, Evan. Je l'ai laissé avec le plan de remboursement écrit, un document que mon avocate avait déjà préparé. Des transferts mensuels, pour des montants raisonnables, juste assez pour faire mal. Il l'a signé, sans même le lire attentivement. Typique de sa part. Mais ce n'était que la première étape. Car maintenant que je l'avais là où je le voulais, coopératif, silencieux et nerveux, je pouvais passer à l'étape 2, réécrire l'histoire familiale. Pendant des années, chaque événement familial n'avait tourné qu'autour d'Evan, de sa carrière, de son mariage, de sa vie. Je n'avais été qu'un simple bruit de fond. Et si je voulais changer cette dynamique, pas seulement par vengeance, mais pour tourner la page, je devais devenir incontournable, dans leur monde, sur leur propre terrain. Alors, j'ai commencé petit. J'ai envoyé un cadeau à mes parents. C'était un article de journal encadré, tiré d'une revue économique locale. Rien de tape à accent grave-l'œil, juste une mise en page soignée. Une photo de moi, mon visage enfin public, et un gros titre. Le discret fondateur d'une entreprise technologique, qui change la façon dont les équipes travaillent, à l'échelle mondiale. En dessous, une note de la rédaction. Oxen Software, fondé par Steven L., vient d'atteindre une valorisation de 91 millions d'euros, après avoir clôturé son cycle de financement de série B, se positionnant ainsi comme l'une des startups à la croissance la plus rapide, dans le domaine de l'automatisation de l'intégration. Je n'ai inclus aucun petit mot, juste l'article. Une semaine plus tard, ma mère m'a envoyé un SMS, « J'ai bien reçu ton cadeau. Je ne savais pas que tu étais dans les journaux. » C'est impressionnant. Le mot impressionnant venant d'elle, c'était l'équivalent d'un monologue tout entier. Puis, quelques jours plus tard, est arrivée la surprise suivante. Une invitation à dîner. Pas une réunion de groupe, juste moi, maman et papa. Nous aimerions prendre de tes nouvelles, juste nous trois. J'ai accepté, et j'ai tout planifié. Je suis arrivé avec 15 minutes d'avance, j'ai réservé la table, et j'ai choisi le restaurant, un endroit italien calme en plein centre-ville, de bon goût, coûteux, mais pas ostentatoire. Le genre d'endroit qui indique que j'ai ma place ici, sans avoir besoin de le crier sur tous les toits. J'ai porté un simple costume sur mesure, pas de montre, pas de bijoux, seulement de la confiance en moi. À leur arrivée, ils étaient clairement déstabilisés. Je ne pense pas qu'ils s'attendaient à me voir, aussi maître de moi-même. Maman m'a serré dans ses bras, maladroitement. Papa m'a tendu la main. Nous nous sommes assis. Ils ont fait la conversation sur la pluie, le beau temps, la circulation, et le bébé d'un cousin. Puis la question est tombée, alors, ton entreprise? A dit papa, en s'éclaircissant la gorge. Raconte-nous un peu. Nous ne réalisions pas qu'elle se portait aussi bien. J'ai souri poliment. Ça a été de bonnes années, avec beaucoup de travail acharné. J'aurais juste aimé que tu nous le dises plus tôt, a ajouté maman. Nous nous sommes sentis tenus à l'écart. J'ai fait une pause. Je ne pensais pas que cela vous intéressait. Elle a cligné des yeux. Bien sûr que si, ça nous intéressait. J'ai penché la tête. Maman, au dernier Thanksgiving, tu as dit que je cherchais ma voie, juste après que je vous ai parlé de l'entreprise. Elle a baissé les yeux vers son menu. Je n'essaie pas de te faire culpabiliser, ai-je précisé. Je suis simplement honnête. Pendant très longtemps, j'ai eu l'impression que vous ne voyiez que ce qu'Evan faisait de bien, et ce que moi, je faisais de mal. Papa s'est agité sur sa chaise, mal à l'aise. C'est faux. C'est vrai, ai-je affirmé calmement. Mais je ne suis pas ici pour me disputer. Je veux juste que vous sachiez que je vais bien. Je suis heureux. Et je ne suis plus ce même gamin qui avait besoin de votre approbation. Ces mots ont frappé fort. Ils n'ont pas cherché à discuter. Ils les ont simplement encaissés. Et pour une fois, le silence n'était pas méprisant. Il était empreint de réflexion. Je n'ai pas mentionné Evan, et je n'ai pas abordé la question de l'argent. Je voulais que cela reste une affaire séparée. Ce dîner n'avait pas pour but de les culpabiliser.
Il s'agissait d'établir de nouvelles limites, de nouvelles règles. Après cette soirée, j'ai recommencé à assister aux réunions de famille. Pas à toutes, mais juste assez pour être visible, et pour leur rappeler que je ne me cachais plus. Et quand les gens me demandaient ce que je faisais ces jours-ci, je leur répondais sans me rabaisser, et sans m'excuser. Et peu à peu, j'ai cessé d'être simplement le frère d'Evan, pour devenir celui qui a créé cette entreprise de logiciels. Le fait qu'Oxen soit partout maintenant, a beaucoup aidé, que ce soit dans les startups, les blogs de ressources humaines, ou même dans un segment sponsorisé, sur un podcast national. Mon nom était connu, tout comme mon visage, et mon histoire. Et il n'a pas fallu longtemps, pour que mes parents commencent à se vanter à mon sujet. Ces mêmes personnes, qui s'étaient autrefois moquées quand je disais que je codais, se vantaient maintenant auprès de leurs voisins, que je dirigeais une équipe mondiale. Ils ne comprenaient pas tout à fait ce que je faisais, mais ils savaient que c'était important. Ils savaient que c'était énorme. Mais ce n'était pas le but ultime. Ce n'était que le travail préparatoire. Car maintenant que le récit avait changé, il était temps de passer à la troisième étape, la grande révélation. Pas au monde entier, mais seulement à eux. J'ai attendu l'opportunité parfaite. Et comme le destin fait bien les choses, elle s'est présentée à moi. Emballée comme un cadeau. Ma cousine Danielle allait se marier. Un grand événement, un lieu chic, avec une liste d'invités incluant toute la famille. Le genre d'occasion où tout le monde arrivait habillé comme pour les Oscars, et où l'on parlait de tout, sauf des mariés. Je savais qu'Evan serait là. Je savais que Claire y serait aussi. Et je savais qu'ils auraient le sourire aux lèvres. Mais derrière ce sourire, il y aurait de la panique, car ils n'avaient toujours pas fini de me rembourser, loin de là. Et chaque mois, lorsque ce transfert arrivait sur mon compte, ils se rappelaient que je le tenais en laisse. Mais cette fois, j'étais prêt à aller encore plus loin. J'allais dire quelque chose. Pas en public, pas avec un microphone, mais juste de manière assez prudente et stratégique, pour que tout le monde s'arrête et réfléchisse, pour enfin faire tomber le masque. Mais ce que j'ignorais, et ce que personne d'autre ne savait, c'était que quelqu'un d'autre observait aussi. Quelqu'un qui avait ses propres comptes à régler, et qui s'apprêtait à me remettre l'arme absolue. Le mariage se déroulait dans un vignoble, à environ 40 minutes à l'extérieur de la ville. Le genre d'endroit avec des tentes en lin blanc, une allée éclairée aux bougies, et un open bar, qui ne lésinait sur la qualité. Tout criait le raffinement, à un prix exorbitant. Et bien sûr, Evan est arrivé en mode pan majestueux, vêtu d'un smoking bleu marine sur mesure, avec une coiffure absolument impeccable. Claire accrochée à son bras, portant une robe de créateur, qui coûtait probablement plus cher que le loyer de la plupart des gens. Il m'a repéré, avant même que je ne pose le pied, sur le chemin de gravier, menant à l'espace de la cérémonie. Steven, a-t-il lancé, la voix dégoulinante d'une fausse chaleur, les bras grands ouverts, comme si nous étions des frères perdus de vue depuis longtemps, dans un téléfilm à l'eau de rose. Je ne pensais pas te voir ici. J'ai souri, et je lui ai adressé un signe de tête poli. C'est un événement familial. Je ne l'aurais manqué pour rien au monde. Derrière son masque, j'ai vu passer une lueur de nervosité. Il ne m'avait pas revu depuis notre petite rencontre au bar. Il avait manqué 2 échéances de remboursement au cours des 3 derniers mois. Aucune explication, aucun avertissement. Je ne le lui ai pas rappelé. Je n'en avais pas besoin. Il transpirait déjà. À l'intérieur de la salle de réception, les choses se sont déroulées comme elles le faisaient toujours. De longs discours, des applaudissements polis, et des séries interminables de « Tu ne vas pas bientôt te poser ?» qui m'étaient adressés par de lointains parents, qui se souvenaient à peine de mon nom de famille. Je sirotais mon vin, et je gardais la tête basse. Je n'étais pas venu ici pour faire des mondanités. J'étais là pour l'acte final. Ce qu'Evan ignorait, ce que personne dans ma famille ne savait, c'était que je n'étais pas venu seul. À l'autre bout de la pièce, assise à une table près de l'arche florale, se trouvait une femme à la fin de la trentaine, calme, sereine, et qui détonnait parfaitement, au milieu de la mousseline et des perles. Son nom était Lydia. Elle était experte comptable judiciaire, et une très bonne dans son domaine. Je l'avais engagée 6 semaines plus tôt. Après qu'Evan ait manqué son 2e remboursement, j'ai décidé de creuser plus profondément, pas seulement sur lui, mais sur la toile d'araignée qu'il avait tissée.
Si quelqu'un comme Evan n'avait aucune honte à me voler directement, dans quoi d'autre avait-il bien pu tremper? Sur quoi d'autre avait-il convaincu les autres de fermer les yeux? La réponse était, sur énormément de choses. Voyez-vous, Evan gérait le fonds fiduciaire de la famille, un modeste pécule, laissé par mon grand-père, pour couvrir des choses comme l'éducation, les urgences, et les soins à long terme de la famille élargie. La somme n'était pas colossale, mais elle était importante. Elle avait aidé ma tante, pendant son traitement contre le cancer. Elle avait payé les études supérieures, de mon cousin. Cet argent était sacré. Et Evan, il l'avait doucement vidé. De petits virements, des remboursements pour des frais sans reçu, de fausses factures. Lydia avait retracé, chaque aurore. Plus de 78 000 aurores évaporées, tous dirigés vers des comptes liés, au nom d'Evan ou de Claire. Et la meilleure partie, c'était qu'il n'avait aucune idée, que quelqu'un enquêtait là-dessus. J'ai attendu, que la découpe du gâteau soit passée, que les toasts au champagne soient portés, et que la piste de danse ait commencé, à se remplir de proches, se balançant maladroitement, sur des chansons pop des années 2000. C'est à ce moment-là, que je suis passé à l'action. Je me suis approché d'Evan, près du bar. Il riait avec l'un de nos oncles, un verre à la main. « Je peux t'emprunter, pour une petite seconde ?» ai-je demandé. Il a haussé un sourcil, mais il m'a suivi. Je l'ai conduit, vers le patio latéral, où des guirlandes lumineuses diffusaient une lueur chaleureuse, sur les tables vides. La musique résonnait sourdement, derrière nous. « Qu'est-ce qu'il y a ?» a-t-il demandé, déjà sur la défensive. Je lui ai tendu, un dossier en papier craft. Il a froncé les sourcils, l'a ouvert, et a commencé à lire. Page après page, chaque virement, chaque compte, chaque horodatage, ainsi que la lettre de présentation de Lydia, résumant toutes ses découvertes. Son visage est devenu livide. « Steven » a-t-il murmuré, d'une toute petite voix. C'est ridicule. C'est complètement sorti, de son contexte. Je me suis approché. La voix posée. Tu ne m'as pas seulement volé, Evan. Tu as volé la famille, la tante Marlène, le fonds pour les études de Daniel, et l'héritage de grand-père. Je peux tout expliquer. Non, ai-je tranché sèchement. Tu ne le feras pas, car tu n'en auras pas l'occasion. Il m'a regardé, totalement paniqué. Qu'est-ce que ça veut dire? Je lui ai tendu, un deuxième dossier. À l'intérieur, il y avait une lettre de démission toute prête pour son poste, de gestionnaire du fonds fiduciaire, ainsi qu'une lettre officielle, admettant ses malversations financières. Pas contraignant sur le plan légal, mais dévastateur, sur le plan émotionnel. Le genre de choses, qui mettrait fin à toute la bienveillance, qui lui restait au sein de la famille. Il a secoué la tête, en tremblant. Tu n'oserais pas, j'ai penché la mienne. Je l'ai déjà fait. Ses yeux se sont écarquillés, et c'est à ce moment-là que je me suis écarté, pour lui indiquer la porte derrière moi. Elle s'est ouverte. Lydia est sortie, mais elle n'était pas seule. Derrière elle se trouvait la tante Marlène, la mère de Daniel, et mon cousin Jonah, celui dont Evan s'était moqué, des années auparavant, pour avoir choisi l'enseignement, plutôt que la finance. Ils avaient tout vu. Il a reculé en titubant, le visage rouge, les mots lui manquant. Non, a-t-il marmonné. Non, vous ne comprenez pas. Ce n'était pas comme ça. Tu n'as pas à t'expliquer, a déclaré Marlène, d'une voix glaciale. Tu vas juste écouter. Et écouter, c'est ce qu'il a fait. Nous n'avons pas crié. Nous ne l'avons pas insulté. Nous avons exposé les faits. De manière calme, et chirurgicale. Ensuite, Lydia lui a tendu le document final, un accord de restitution. Chaque centime qu'il avait pris dans le fonds, il allait le rembourser, ou faire face, à des poursuites judiciaires. Les genoux d'Evan ont légèrement fléchi, alors qu'il s'asseyait, sur le bord d'une jardinière. Il savait que pour lui, c'était terminé. Je suis parti, après cela. Je n'avais pas besoin de rester, pour assister aux retombées, mais on m'a dit, que ça avait été dramatique. Claire a quitté le mariage, plus tôt que prévu, en larmes. Apparemment, les rumeurs se sont répandues, comme une traînée de poudre. Dès le lendemain matin, la moitié de la famille était au courant. Et à la fin de la semaine, Evan avait été supprimé, de tous les groupes de discussion de la famille,
bloqué sur 3 plateformes de réseaux sociaux, et discrètement désinvité, de la fête d'anniversaire de mariage de mes parents. Quant à mes parents, leur tour est venu ensuite. Ils m'ont appelé, à plusieurs reprises. J'ai ignoré les premiers appels, puis j'ai fini par décrocher. C'était ma mère. Steven, a-t-elle demandé, la voix éraillée. Que s'est-il passé au mariage? Est-ce que tout cela est vrai? Silence. Alors, pourquoi ne nous as-tu rien dit? Vous n'avez jamais écouté, ai-je répondu. Pourquoi aurais-je dû continuer d'essayer? Je pouvais l'entendre pleurer. Je n'y ai pris aucun plaisir. Je ne la détestais pas, mais je ne l'ai pas réconfortée non plus, car ce n'était plus mon rôle. Nous voulons réparer tout ça, a-t-elle murmuré. Non, lui ai-je répondu. Vous avez besoin de vous réparer, vous-même. De mon côté, je vais très bien, et à vrai dire, j'allais bien mieux que ça. Dans les mois qui ont suivi, Evan a fait profil bas. Les remboursements ont repris, cette fois-ci plus importants, et toujours à l'heure. Mes parents ont commencé à poser de vraies questions sur mon travail, et pas seulement pour la forme. Une véritable curiosité. Ce n'était pas parfait. Ça ne le serait jamais, mais j'en avais terminé, de courir après leur approbation. J'étais devenu quelqu'un qu'ils n'auraient jamais cru possible, pas seulement quelqu'un qui réussit, mais quelqu'un d'entier. Et je n'avais plus besoin de leur projecteur pour briller. 1 an plus tard, j'ai fait un don discret à une école locale, au nom de mon grand-père, le même nom que celui du fonds, qu'Evan avait siphonné. Ils ont utilisé cet argent pour construire une nouvelle salle informatique. Je n'en ai parlé à personne, pas même à la famille, car certaines victoires n'ont pas besoin d'être applaudies. Certaines sont bien meilleures, à vivre en paix. Je me tenais dans ce laboratoire, lors de la cérémonie d'inauguration, regardant les enfants jouer, avec les programmes que j'avais aidé à financer, construisant des choses à partir de zéro, rêvant plus grand que je ne l'avais jamais fait, à leur âge, et j'ai souri. Il m'avait demandé une fois, quand vas-tu devenir quelqu'un, comme ton frère? La réponse est, jamais. Car je suis devenu bien plus que cela, et il le savait enfin.